Mon père nous a chassés, ma fille de 8 ans et moi, du dîner de Noël. Ma famille a été claire, Noël est meilleur sans toi. Je n'ai pas imploré. J'ai dit, alors vous ne m'en voudrez pas de faire ceci. 5 minutes plus tard, il me suppliait d'annuler mon geste. Je suis Aurélie, j'ai 34 ans, et il y a 3 mois, mon propre père m'a mise à la porte, moi et ma fille Léa, âgée de 8 ans, du dîner de Noël devant 15 membres de notre famille. Ma petite était encore en train de tenir sa serviette, attendant la suite. « Pars et ne reviens jamais », a dit ma sœur, Mathilde, avec un sourire. « Noël est tellement mieux sans toi », a ajouté ma mère. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je les ai simplement regardés et j'ai dit, « Alors, vous ne m'en voudrez pas si je fais ça. » 5 minutes plus tard, chaque personne qui venait de nous jeter dehors était à genoux, me suppliant d'annuler ce que j'avais fait. Maintenant, laissez-moi vous ramener 18 mois en arrière, le jour où mon mari, Daniel, est mort. L'appel est arrivé à 15h47 un mardi. J'étais garé devant l'école primaire de Léa, regardant les enfants sortir en masse, leur sac à dos rebondissant. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Madame Duval, c'est l'hôpital Saint-Michel. Votre mari, Daniel, a été impliqué dans un accident de la route. Vous devez venir immédiatement. Je ne me souviens pas d'avoir conduit jusqu'à l'hôpital. Je ne me souviens pas de qui est allé chercher Léa. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être debout dans un couloir stérile tandis qu'un médecin en blouse bleue m'annonçait que mon mari de 9 ans était parti. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Mes parents sont venus. Ma sœur Mathilde est venue avec son mari Didier. Tante, oncle, cousin, toute la famille s'est présentée en noir, s'épongeant les yeux avec des mouchoirs. Mais voici ce dont je me souviens le plus clairement. Pendant la réception, je suis sorti dans le couloir pour reprendre mon souffle. À travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu Mathilde chuchoter à notre mère, elle ne peut pas élever Léa seule. Tu le sais, n'est-ce pas? On devrait peut-être discuter pour que quelqu'un d'autre prenne l'enfant. Mon sang s'est glacé. J'ai attendu que ma mère me défende, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, Philippine Duval a hoché la tête lentement. Nous en discuterons plus tard. Laisse-la faire son deuil d'abord. Je me suis éloigné en silence, me disant qu'elles étaient juste inquiètes, juste concernées. Les sœurs disent des choses qu'elles ne pensent pas. À l'enterrement, mon père, Gérard, m'a prise à part. Sa main était lourde sur mon épaule. Aurélie, tu dois être forte maintenant. Daniel est parti. Pleurer ne le ramènera pas. Les hommes, il s'est corrigé, les gens ne respectent pas la faiblesse. Reprends-toi. C'était tout. C'était tout ce que mon père m'avait dit le jour où j'ai enterré mon mari. Je ne savais pas alors que ce n'était que le début. 3 mois après les funérailles, le règlement de l'assurance est arrivé. 2,3 millions d'euros. Daniel avait souscrit une police il y a des années, à la naissance de Léa. Juste au cas où, avait-il dit. Je me souviens avoir levé les yeux au ciel. Nous avions 26 ans. Rien n'allait se passer. Mais quelque chose s'est passé. Et maintenant, j'étais assise dans le bureau d'un avocat, signant des papiers, essayant de ne pas penser au prix de la vie de mon mari. Dès que le dépôt a été effectué sur mon compte, tout a changé. Mathilde a commencé à appeler 2 fois par semaine. Je prends juste de tes nouvelles, ma sœur. Comment vas-tu? Sa voix dégoulinait d'une douceur que je n'avais jamais entendue auparavant. Ma mère nous invitait, Léa et moi, à des dîners du dimanche chaque semaine. La famille doit rester unie, disait-elle. Même mon père, qui ne m'avait pas parlé volontairement depuis mon mariage, voulait soudainement me rattraper. Le 4e dîner du dimanche, Gérard s'est éclairci la gorge en bout de table. Aurélie, j'ai réfléchi. Tu devrais laisser Mathilde gérer tes finances. Elle est douée avec l'argent. Toi, tu as toujours été la personne créative. J'ai posé ma fourchette. J'apprécie l'inquiétude, papa, mais je gère très bien les choses. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Mathilde est intervenue, la voix toujours mielleuse. On s'inquiète juste pour toi, c'est tout. Tu n'as jamais eu affaire à ce genre d'argent. J'ai un comptable et un conseiller financier. Daniel a tout mis en place avant.
Je n'ai pas pu finir la phrase. Après le dîner, alors que je ramassais la veste de Léa, une main fragile a attrapé mon poignet. Grand-mère Marguerite, 85 ans, vive d'esprit comme un tacle. Elle s'est penchée. Fais attention avec cet argent, ma petite. Je ne fais confiance à personne dans cette pièce. Ses yeux ont balayé, même sa propre fille, Philippine. Elle a pressé quelque chose dans ma paume, un morceau de papier plié. Il y a quelqu'un que tu dois appeler. On se reparlera bientôt. Avant que je puisse demander, Léa est arrivée en courant et grand-mère s'est éloignée en traînant les pieds. Je n'ai ouvert le papier qu'une fois rentré à la maison. Le papier n'était pas blanc. Non, pas blanc. Un numéro de téléphone et 3 mots écrits de la main tremblante de grand-mère Marguerite, appelle Marc Lévesque. Je n'ai pas appelé. Pas encore. Je me suis dit que j'exagérais. Grand-mère était âgée, peut-être confuse, peut-être paranoïaque. 6 mois se sont écoulés. Les appels de Mathilde sont devenus plus fréquents, plus pointus. Le magasin de papa est en difficulté. Tu sais, le commerce de fournitures de construction n'est plus ce qu'il était. Maman est stressée. Les factures médicales s'accumulent. Juste de petites choses. Ça doit être difficile d'être assise sur tout cet argent pendant que ta famille souffre. Puis vint le dîner où tout a basculé. Ma mère a appelé en pleurant. En pleurant réellement. Aurélie, ton père est sur le point de perdre le magasin. 30 ans de sa vie envolée. Nous pourrions aussi perdre la maison. Ma poitrine s'est serrée. Malgré tout, ils étaient toujours mes parents. Je peux aider, ai-je dit. Je vous prêterai 50 000 euros. Pas d'intérêt. Remboursez-moi quand vous voulez. Prêter? La voix de Gérard a tonné à travers le téléphone. Philippine devait m'avoir mise sur haut-parleur. Je n'ai pas besoin de la charité de ma propre fille. Je ne suis pas un mendiant. Silence. Puis la voix de Mathilde, douce comme de la soie. Ce que papa veut dire, c'est qu'il serait plus facile que tu signes quelques papiers. Laisse-moi gérer les investissements. De cette façon, nous pourrons aider la famille correctement, ensemble. Quel papier? Juste des choses standards. Une procuration. La gestion d'actifs. Je m'occupe de tout. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Procuration. La voix de mon défunt mari a résonné dans ma mémoire. Ne signe jamais rien que tu n'aies pas lu 2 fois, Aurélie. Et ne cède jamais le contrôle de l'argent à la famille. C'est comme ça que les fortunes disparaissent. J'ai pris une inspiration. J'ai besoin d'y réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir? La douceur de Mathilde s'est fissurée juste une seconde. Nous sommes la famille. J'ai dit, j'y réfléchirai. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai finalement appelé le numéro que grand-mère Marguerite m'avait donné. Léa pleurait quand je suis rentré du travail le lendemain. Elle était recroquevillée sur son lit, le visage enfoui dans son oreiller, les épaules tremblantes. Mon cœur s'est brisé. Mon bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne voulait pas me regarder. Rien. Je me suis assise au bord de son lit, lui ai caressé les cheveux. Mon cœur, dis-moi. Il a fallu 10 minutes de persuasion douce avant qu'elle ne parle enfin. Grand-mère Philippine a dit quelque chose quand tu étais dans la salle de bain au dîner la semaine dernière. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a dit? La voix de Léa était à peine un murmure. Elle a dit qu'elle souhaitait que papa soit toujours en vie au lieu de toi parce que papa savait comment prendre soin de moi et toi non. La pièce a basculé. Ma propre mère a dit ça à ma fille de 8 ans, à mon sujet. Mon bébé, écoute-moi. Je l'ai serré dans mes bras. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela. Grand-mère a eu tort de dire ça. Je t'aime plus que tout au monde, et je prendrai toujours soin de toi. Elle s'est accrochée à moi comme si j'allais disparaître. Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie, je me suis versé un verre de vin et j'ai fait défiler mon téléphone. Une cousine à qui je parlais à peine m'avait envoyé un message. Salut Aurélie. Est-ce vrai que tu as gaspillé l'argent de l'assurance en jouant? Mathilde a mentionné quelque chose dans la conversation de groupe familial. Je voulais juste vérifier si tu allais bien. Jouer. J'ai ouvert Facebook.
J'ai cherché le groupe familial dont j'avais été discrètement exclu. Grâce à une capture d'écran d'une cousine, je l'ai vu. Un message de Mathilde daté d'il y a 2 semaines. S'il vous plaît, priez pour ma sœur. Elle traverse une période difficile et prend de mauvaises décisions financières. Nous essayons de l'aider, mais elle continue de nous repousser. Certaines personnes ne gèrent tout simplement pas la richesse soudaine. 43 commentaires. Tous me plaignant. Tous la croyant. Mes mains tremblaient. Le bureau de Marc Lévesque était en centre-ville, 14e étage, mur de verre donnant sur la ville. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, trentaine, des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Quand il m'a serré la main, j'ai remarqué la photo sur son bureau, lui et Daniel à une remise de diplômes universitaires, bras dessus, bras dessous, souriant largement. Daniel était mon meilleur ami, a dit Marc, remarquant mon regard. Nous étions colocataires à la Sorbonne. Il m'a demandé de veiller sur vous et Léa si jamais il lui arrivait quelque chose. Sa mâchoire s'est crispée. J'aurais dû vous contacter plus tôt. Je suis désolé. Je me suis assise lourdement. Je ne sais même pas par où commencer. Commençons par les papiers de procuration. J'ai cligné des yeux. Comment saviez-vous? Votre grand-mère m'a appelé il y a 3 semaines. Marguerite Duval est plus vive que les gens ne le pensent. Il a sorti un dossier de son tiroir. Elle m'a dit ce que votre sœur planifiait. J'ai fait quelques recherches. Il a fait glisser un document sur le bureau. Mathilde a contacté votre compagnie d'assurance il y a 2 mois. Elle a posé des questions sur le processus de transfert des droits de bénéficiaires. Elle a dit qu'elle s'informait au nom de la famille. Mon sang s'est glacé. Elle quoi? Ça empire. Marc a ouvert un autre dossier. J'ai demandé à un expert comptable judiciaire d'examiner l'entreprise de votre père. Le magasin de Gérard n'est pas seulement en difficulté. Il perd de l'argent de manière catastrophique, mauvais investissement, mauvaise gestion. Il est à environ 3 mois de la faillite. Et Mathilde, son entreprise immobilière a subi un coup dur l'année dernière. Elle doit de l'argent à des investisseurs qu'elle ne peut pas rembourser. Il s'est penché en avant. Aurélie, ils ne veulent pas vous aider à gérer votre argent. Ils veulent le prendre. J'ai pensé à Léa qui pleurait sur son lit, aux mots cruels de ma mère, aux messages Facebook me traitant de joueuse compulsive. Que dois-je faire? Marc a tapoté le dossier. Premièrement, ne signez rien. Deuxièmement, votre grand-mère m'a appelé pour autre chose. Son testament. Son testament? Elle veut le changer, et elle veut que j'en sois le témoin. Une semaine avant Noël, la sonnette a retenti à 19h. Je n'attendais personne. Mathilde se tenait sur mon porche, manteau de marque, maquillage parfait, un dossier brun glissé sous son bras. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je peux entrer? Je n'ai pas bougé. Léa fait ses devoirs. Cela ne prendra pas longtemps. Elle m'a dépassé et est entrée dans le salon. J'ai fermé la porte lentement, gagnant du temps. Que veux-tu, Mathilde? Elle a posé le dossier sur ma table basse. Je veux que tu signes ça pour la famille. Je n'y ai pas touché. J'ai déjà dit non à papa. Tu as dit non à papa, a-t-elle penché la tête. Tu ne m'as pas dit non. Je te le dis maintenant. Non. Son sourire a vacillé. Aurélie, j'essaie de t'aider. M'aider en disant à tout le monde que je suis une joueuse compulsive. Son visage est resté vide pendant une demi-seconde. Puis le masque est revenu. Je n'ai jamais dit compulsive. J'ai dit que tu prenais de mauvaises décisions, ce qui est le cas. Être assise sur 2 millions d'euros pendant que ta famille se noie. Tes mauvaises décisions ne sont pas ma responsabilité. Pardon? J'ai proposé d'aider. Papa a refusé. Maintenant, tu veux que je te cède le contrôle de tout? Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol. Sa voix est devenue froide. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as jamais su. Tu as épousé Daniel et tu as eu de la chance. C'est tout. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas capable. Tu n'es qu'une veuve avec un coup de chance. J'ai senti la présence de Léa avant de la voir. Elle se tenait dans le couloir, son dossier de devoir serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés.
Mathilde l'a vu aussi. Elle a instantanément ajusté son expression. Léa, ma chérie. Tante Mathilde était juste. J'ai entendu ce que tu as dit à propos de maman. Le silence était assourdissant. Mathilde a attrapé son dossier et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Dîner de Noël. Tu seras là et tu apporteras les papiers signés ou ne viens pas du tout. La porte a claqué. 3 jours avant Noël. Mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Papa, ai-je répondu contre mon meilleur jugement. Allô. Tu viens au dîner de Noël. Pas une question. Bonjour à toi aussi, papa. Ne fais pas l'intelligente avec moi, Aurélie. Tu seras là à 19 heures. Chez grand-mère Marguerite. J'avais déjà prévu de venir. Léa veut voir grand-mère. Une pause, puis, et tu signeras ces papiers que Mathilde a préparés. J'ai fermé les yeux. Papa, ce n'est pas une discussion. Sa voix s'est durcie. Ce n'est pas une requête. Tu signeras ces documents ou tu ne remettras jamais les pieds dans cette famille. Tu me menaces de me renier pour de l'argent? Je te dis de faire ce qui est juste pour une fois dans ta vie. Daniel t'a porté pendant 9 ans. Maintenant, il est temps que tu portes ton poids. Daniel m'a porté. 9 ans de partenariat, construire un foyer, élever une fille, se soutenir mutuellement à travers chaque difficulté, réduit au fait que j'ai été porté. Je ne signe rien. Alors ne te dérange pas de te présenter. Nous ne voulons pas de toi ici. Maman sait que tu dis ça? Il a ri amèrement. Qui penses-tu qui m'a dit d'appeler? La ligne est devenue muette. Je me suis assise au bord de mon lit, téléphone à la main, le cœur battant. Léa est apparue dans l'embrasure de ma porte, se frottant les yeux. Maman, qui était-ce? J'ai forcé un sourire. Juste grand-père. Mon bébé, retourne dormir. On va toujours voir grand-mère Marguerite pour Noël? J'ai pensé à l'enveloppe que grand-mère m'avait glissée lors de notre dernière visite, celle dont elle avait chuchoté. Ouvre-la quand tu auras besoin de force, avait-elle dit. J'ai pensé aux avertissements de Marc, au papier dans ce dossier brun, à tout ce que je risquais de perdre. Oui, mon cœur. Je l'ai serré dans mes bras. Nous y allons. Je savais que c'était un piège. Je ne savais juste pas à quel point il était profond. La veille de Noël, chez grand-mère Marguerite. J'y suis allé seul, laissant Léa avec une voisine. Certaines conversations ne sont pas pour les oreilles des enfants. Grand-mère a ouvert la porte elle-même. 85 ans, le dos droit comme une règle, les yeux brillants d'une chose que je ne pouvais nommer. Je savais que tu viendrais tôt. Elle m'a fait entrer dans son bureau, a fermé la porte, l'a verrouillée. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Elle a traversé la pièce jusqu'à un bureau antique, a ouvert un tiroir et en a sorti une épaisse enveloppe de couleur crème, scellée à la cire. Prends ça, elle l'a pressé dans mes mains. Ne l'ouvre pas avant demain soir au dîner. Tu sauras quand. Elle a souri, un sourire triste et connaisseur. Assurance, la vraie. Grand-mère, tu me fais peur. Elle a pris mes mains dans les siennes, fines comme du papier. Aurélie, j'ai vu ma fille et ma petite-fille comploter pendant des mois. Je suis au courant des emails. Je suis au courant des papiers de procuration. Je sais ce qu'elle prévoit de te faire demain. Comment? Philippine m'a accidentellement transféré une chaîne de mai. Potin mère-fille. Elles ont oublié que je savais me servir d'un ordinateur. Ses yeux se sont durcis. Elles t'ont appelé proie facile. Elles ont dit que tu t'effondrerais sous la pression familiale. Ma gorge s'est serrée. J'ai vécu 85 ans, a continué grand-mère. J'ai vu la cupidité détruire des familles. Je ne la laisserai pas te détruire. Elle a serré mes mains. Demain soir, elles essaieront de t'humilier pour que tu signes. Elles le feront devant tout le monde pour que tu te sentes piégé. Que dois-je faire? Tu tiens bon. Et quand le moment sera venu, elle a hoché la tête vers l'enveloppe, tu ouvres ça. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Son sourire est revenu. Cette fois, il y avait du feu dedans. La vérité est quelque chose auquel elle ne s'attendait jamais. L'enveloppe est restée lourde dans ma poche toute la nuit. Très bien, je vais faire une pause ici un instant.
À votre avis, que contenait cette enveloppe? A. Le Nouveau Testament de grand-mère. B. La preuve du complot de Mathilde et maman. C'est quelque chose de complètement inattendu. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis sincèrement curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et si vous êtes accro à cette histoire, si vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé à ce dîner de Noël, allez-y et cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne le savez. Maintenant, retour au jour de Noël. La nuit de la veille de Noël, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, l'enveloppe glissée sous mon oreiller comme un secret d'enfance. Les mots de grand-mère continuaient de tourner, quelque chose auquel elle ne s'attendait jamais. Mon esprit a dérivé vers des souvenirs que j'avais enfouis. J'avais 8 ans, l'âge de Léa, la première fois que j'ai réalisé que mes parents favorisaient Mathilde. Elle avait des leçons de piano. J'avais des vêtements d'occasion. Elle recevait des éloges pour des B. J'avais des remontrances pour des A. Mathilde fait plus d'efforts, disait toujours maman. Toi, tu te laisses porter. Grand-mère Marguerite était la seule à me voir différemment. Elle avait l'habitude de me prendre à part lors des réunions de famille, de me presser des bonbons au beurre écossais dans la paume de la main et de me chuchoter des histoires sur la maison. Cette vieille bâtisse a vu 3 générations de Duval, disait-elle. Un jour, elle appartiendra à quelqu'un qui l'aime vraiment, pas à quelqu'un qui ne voit que des signes d'argent. J'ai toujours supposé qu'elle parlait de Mathilde, la parfaite, celle qui réussissait. Maintenant, je n'étais plus si sûr. La maison elle-même valait près de 1,8 million d'euros, une demeure néocoloniale sur 3 hectares construite par mon arrière-grand-père. Tout le monde savait que grand-mère la laisserait à la famille. La seule question était de savoir à qui. Mathilde en parlait depuis des années. Quand grand-mère partira, Didier et moi allons la rénover, en faire quelque chose de moderne, peut-être la vendre si le marché est bon. Grand-mère avait entendu cette conversation une fois. Je me souvenais de son visage, crispé, blessé, rapidement masqué. Un léger coup à ma porte. Maman. La voix de Léa, épaissie par le sommeil. Je n'arrive pas à dormir. Je peux rester avec toi. J'ai tiré les couvertures. Elle a grimpé, chaude et petite. Maman, on va vraiment chez grand-mère Marguerite demain? Oui, mon bébé. Même si grand-père est fâché contre nous? J'ai embrassé son front. Grand-mère veut nous voir. C'est ça qui compte. Léa est restée silencieuse un instant. Puis, j'aime la maison de grand-mère Marguerite. On dirait un câlin. Un câlin. C'est exactement ce que ça faisait. Le matin de Noël. Mon téléphone a vibré à 8 heures. Marc. Joyeux Noël, a-t-il dit. J'ai quelque chose pour vous. Vous travaillez le jour de Noël? Cela ne pouvait pas attendre. Sa voix était tendue. Votre grand-mère m'a transféré un email hier soir. La chaîne originale entre Mathilde et votre mère. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de le lire. Daté du 15 avril, 2 semaines après les funérailles de Daniel. Il a fait une pause. Aurélie, je dois vous le lire. Êtes-vous assise? Oui. Marc s'est éclairci la gorge. Nous devons agir avant qu'elle ne devienne intelligente. Tu sais à quel point Aurélie est pathétique. Elle croira n'importe quoi si nous le présentons comme une aide à la famille. Le magasin de papa est l'excuse parfaite. Mon estomac s'est révulsé. Le plan est simple, a continué Marc. La rendre émotive, l'isoler. La faire se sentir coupable d'avoir de l'argent pendant que nous sommes en difficulté. Puis présenter les papiers comme une faveur. Elle ne les lira même pas. Elle ne lit jamais rien. Je ne pouvais plus respirer. Chronologie. Pression pendant l'été. Escalade à l'automne. Conclure l'affaire à Noël. Réunion de famille. Maximum de témoins. Elle ne dira pas non devant tout le monde. Silence. Aurélie, vous êtes toujours là. Elles ont planifié ça. Ma voix semblait lointaine. Depuis avril. Depuis 2 semaines après les funérailles de votre mari. J'ai la chaîne complète, les horodatage, tout. Il a fait une pause. J'ai imprimé des copies,
3 ensemble. Je peux être chez grand-mère à 20h ce soir. Ce soir? Votre grand-mère l'a suggéré. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin de soutien. J'ai pensé à l'enveloppe sous mon oreiller. Au sourire connaisseur de grand-mère. Aux 15 proches qui seraient témoins de tout ce qui se passerait ce soir. Marc. Oui. Apportez tout. J'ai raccroché. Cet après-midi, j'allais entrer dans la maison de ma grand-mère avec 2 armes, l'enveloppe qu'elle m'avait donnée et la vérité. Elle voulait un spectacle de dîner de Noël. Elles allaient la voir. 16h30. Chez grand-mère Marguerite. Léa tenait ma main alors que nous montions l'allée pavée. La vieille coloniale brillait d'une lumière chaude, chaque fenêtre scintillant de bougies, des couronnes sur chaque porte, l'odeur de la dinde rôtie s'échappant de la cuisine. Parfaitement arrangée, comme une carte de Noël conçue pour cacher la pourriture en dessous. Nous étions parmi les derniers à arriver. J'ai compté les voitures dans l'allée. 15, peut-être plus. Chaque tante, oncle et cousin à distance de conduite. Au moment où nous sommes entrés, Léa s'est libérée et a sprinté vers le salon. Grand-mère Marguerite. Je l'ai regardée disparaître dans les bras de ma grand-mère, le visage de la vieille femme s'éclairant d'un véritable sourire pour la première fois de la soirée. Puis Mathilde est apparue. Tu es venue. Sa voix était mielleuse, mais ses yeux évaluaient, calculaient, cherchaient la faiblesse. J'ai forcé un sourire. Joyeux Noël, Mathilde. Laisse-moi prendre ton manteau. Elle jouait déjà les hôtesses, même si ce n'était pas sa maison. Tout le monde est dans la salle à manger. On t'a gardé une place. J'ai remis mon manteau, mais j'ai gardé mon sac à main. L'enveloppe était à l'intérieur. La salle à manger était bondée. Une longue table en acajou s'étirait sur toute la longueur de la pièce, dressée avec la belle porcelaine de grand-mère. Les verres en cristal captaient la lumière des bougies. Rire et bavardage remplissaient l'air, mais j'ai remarqué les regards. Ma cousine Rachel m'a regardé, puis a rapidement détourné le regard. L'oncle Thomas a chuchoté quelque chose à la tante Béatrice. La meilleure amie de ma mère, Marguerite Anne, m'a adressé un sourire de pitié. Elles avaient été briefées. J'ai balayé la pièce du regard à la recherche de mes parents. Là, en bout de table, Gérard était assis comme un roi attendant sa cour. Philippine à côté de lui, s'épongeant les lèvres avec une serviette, refusant de croiser mon regard. Et à côté d'eux, une chaise vide m'attendait. Aurélie, ma chérie. La voix de ma mère a retenti. Viens t'asseoir. Nous t'attendions. Le repas a commencé assez normalement. La dinde a été découpée. Le vin a été versé. Des histoires ont été échangées. J'ai gardé la tête baissée, coupé la viande de Léa, l'ai aidé avec ses légumes, essayé de respirer. Puis, à mi-chemin du plat principal, Mathilde s'est levée. Elle a fait teinter son verre de vin avec une fourchette. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde, je déteste interrompre, mais j'ai une annonce. Sa voix portait, travaillée, théâtrale. Notre famille est confrontée à une situation difficile, et je pense qu'il est temps d'en parler ouvertement. J'ai senti tous les regards dans la pièce se tourner vers moi. Mathilde a continué. Comme la plupart d'entre vous le savent, ma chère sœur Aurélie a perdu son mari Daniel il y a 18 mois. Une tragédie pour nous tous. Murmure de sympathie. Quelques hochements de tête solennels. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Aurélie a reçu un règlement d'assurance substantiel. Un argent qui change la vie. Mathilde a marqué une pause pour les faits. Et nous, en tant que famille, sommes préoccupés par la façon dont elle le gère. Mes mains se sont crispées sous la table. Léa m'a regardé, confuse. Nous avons essayé de l'aider en privé. Nous lui avons offert des conseils, mais Aurélie a refusé d'écouter. La voix de Mathilde s'est brisée parfaitement, un bémol répété. Alors, aujourd'hui, devant tous ceux qui l'aiment, je demande à ma sœur de nous laisser l'aider, de signer un simple document nous permettant de co-gérer ses finances. Elle a sorti un dossier de sous sa chaise, le même dossier brun qu'elle avait apporté chez moi. C'est pour son propre bien, pour l'avenir de Léa. Elle m'a regardé directement, les yeux brillants. Que dis-tu, Aurélie? Vas-tu accepter l'aide de ta famille? 15 visages se sont tournés vers moi, certains avec pitié,
certains avec attente, certains hochant déjà la tête, convaincus que j'étais le problème. Léa a chuchoté, « Maman ». En bout de table, mon père a croisé les bras. À l'autre extrémité, grand-mère Marguerite était parfaitement immobile, observant, attendant. Je me suis levé lentement. Tous les yeux étaient sur moi. Je pouvais sentir la pression, l'attente tacite que je m'effondre, que je m'excuse, que je signe tout ce qu'elle voulait juste pour mettre fin au malaise. Non. Le mot a plané dans l'air. Mathilde a cligné des yeux. Pardon ? J'ai dit, non, je ne signe rien. La pièce est devenue absolument immobile. La fourchette de quelqu'un a teinté contre une assiette. La chaise de mon père a raclé. Il s'est levé de toute sa hauteur, le visage rouge. Tu n'as pas le droit de dire non. Pas à ta famille. Pas après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, papa ? Dites-le-moi. Qu'avez-vous fait exactement ? Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies ? En thésaurisant de l'argent pendant que ta propre famille souffre ? Ma mère m'a finalement regardé. Ses yeux étaient froids. Aurélie, tu as toujours été égoïste. Même enfant, certaines choses ne changent jamais. J'ai proposé d'aider, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. J'ai offert 50 000 € à papa. Pas d'intérêt. Il a refusé. Parce que c'était insultant, Gérard a claqué sa paume sur la table. La porcelaine a tremblé. Tu as des millions assis sur un compte bancaire pendant que l'œuvre de ma vie s'effondre et tu m'offres des miettes ? Mathilde s'est rapprochée, la voix dégoulinante de fausse inquiétude. Voyez-vous, c'est ce à quoi nous avons affaire. Elle ne comprend pas l'argent. Elle ne comprend pas la famille. Elle a besoin de conseils. Elle a besoin d'une gardienne, à marmonner quelqu'un. Je n'ai pas vu qui. Léa avait commencé à pleurer silencieusement. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait son grand-père crier sur sa mère. Seule grand-mère Marguerite a bougé. Elle s'est penchée et a tiré Léa sur ses genoux, la protégeant, mais elle n'a rien dit. Pas encore. Signe les papiers, Aurélie. La voix de mon père était de fer. Où sort de cette maison ? J'ai regardé autour de la pièce. Pas une seule personne n'a parlé pour moi. Mon père a pointé la porte. Dehors. Toi et cet enfant, tout de suite. Mathilde a hoché la tête, les bras croisés, satisfaite. Tu devrais partir et ne jamais revenir. Nous avons essayé de t'aider, Aurélie. Dieu sait que nous avons essayé, mais tu es au-delà de l'aide. J'ai regardé ma mère, ma propre mère, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, un seul mot de défense. Philippine a lissé sa serviette, puis m'a regardé droit dans les yeux. Noël serait tellement mieux sans toi ici. Ça l'a toujours été. Mes poumons ont cessé de fonctionner. Les sanglots de Léa ont fendu le silence, brute, le cœur brisé. Elle avait 8 ans et sa grand-mère venait de dire que le monde serait meilleur sans sa mère. Les cousins se sont agités inconfortablement. Les tantes ont détourné le regard. Les oncles ont étudié leurs assiettes. Personne n'a parlé. Personne ne nous a défendus. Ce fut le moment le plus solitaire de ma vie. J'ai tendu la main vers Léa, prête à la prendre et à courir, prête à partir et à ne jamais regarder en arrière. Mais j'ai senti la main de grand-mère Marguerite sur mon bras. Attends. Sa voix était calme, mais elle a tout coupé. Elle me regardait avec quelque chose de féroce dans ses yeux, quelque chose qui disait, pas encore. Et je me suis souvenu de l'enveloppe dans mon sac à main, de ces mots de la nuit précédente. Tu sauras quand. C'était le moment. J'ai redressé ma colonne vertébrale, j'ai regardé mon père, ma mère, ma sœur. D'accord, ai-je dit calmement. Si vous voulez que je parte, je partirai. Le soulagement a vacillé sur le visage de Mathilde. Mais d'abord, j'ai sorti mon téléphone. Vous ne m'en voudrez pas si je passe un coup de fil rapide. Gérard a ricané. Appelez la police ? C'est une affaire de famille privée. Pas la police. J'ai composé. J'ai mis sur haut-parleur. 2 sonneries. 3. Marc. C'est Aurélie. J'ai besoin que vous veniez maintenant. Apportez tout. Je suis déjà en route.
À 5 minutes. J'ai raccroché. Qui diable est Marc, a exigé mon père. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Vous allez voir. La pièce a éclaté. Qu'est-ce que c'est? Le masque composé de Mathilde s'est fissuré. Qui viens-tu d'appeler? Un ami? Tu n'as pas d'amis. Tu as à peine une personnalité. Elle s'est tournée vers notre père. Papa, fais-la partir maintenant avant que cette personne n'arrive. Gérard a fait un pas vers moi. J'ai dit, sors. Je n'ai pas bougé. 5 minutes. Vous avez attendu 18 mois pour prendre mon argent. Vous pouvez attendre 5 minutes de plus. Son visage est devenu violet. Comment oses-tu? La voix de grand-mère Marguerite a tranché comme une lame. Assieds-toi. La pièce est devenue complètement silencieuse. Mon père a regardé sa mère. En 85 ans, je ne pense pas qu'elle lui ait jamais parlé de cette façon. Mère, ce n'est pas ton problème. C'est ma maison, grand-mère s'est levée lentement, tenant toujours la main de Léa. Ma table, mon dîner de Noël, et c'est moi qui déciderai qui part et qui reste. Assieds-toi. Gérard s'est assis. Grand-mère s'est tournée vers la pièce, balayant du regard chaque proche. J'ai été silencieuse ce soir, à regarder, à écouter. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Sa voix tremblait d'une rage contrôlée. Je voulais voir si l'un d'entre vous défendrait ma petite fille. La honte a vacillé sur certains visages. D'autres semblaient juste confus. Pas un seul d'entre vous. Grand-mère a secoué la tête. Elle a proposé d'aider. Vous avez refusé. Elle a dit non à la manipulation. Vous l'avez traité d'égoïste. Vous avez fait pleurer une enfant le jour de Noël. Mère, tu ne comprends pas, a commencé Philippine. Je comprends parfaitement. Grand-mère a fouillé dans la poche de son cardigan, a sorti un papier plié. Philippine, tu te souviens de l'email que tu m'as transféré en avril? Celui où Aurélie était la proie facile. Le visage de ma mère est devenu blanc. La sonnette a retenti. Grand-mère a souri sombrement. Ce sera Marc. Laisse-le entrer. Marc Lévesque est entré portant une mallette en cuir. Il était habillé professionnellement malgré le jour de Noël. Costume sombre, chaussures cirées, pince à cravate argentée captant la lumière des bougies. Il a balayé la pièce du regard, observant les visages hostiles, l'enfant au visage strié de larmes, la femme âgée debout et provocante en bout de table. Bonsoir, a-t-il dit calmement. Je suis Marc Lévesque, avocat. Je représente à la fois Madame Aurélie Duval et Madame Marguerite Duval. Gérard s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'embuscade. J'appellerais ça une correction. Marc a posé sa mallette sur la table, l'a ouverte. Madame Duval, dois-je procéder? Grand-mère a hoché la tête. Marc a sorti un dossier épais. Ce que j'ai ici est une chaîne de mails complète entre Mathilde Dubois et Philippine Duval s'étendant d'avril de l'année dernière à la semaine dernière. La ligne d'objet du premier email se lit. Il l'a ouvert. Opération Aurélie, un plan pour l'argent. Des halètements ont parcouru la pièce. C'est une correspondance privée, Mathilde s'est avancée. Vous ne pouvez pas, elle a été transférée à Madame Duval accidentellement, je suppose. Elle est maintenant une légitime détentrice de cette communication. Marc a souri finement. Voulez-vous que je lise quelques extraits à voix haute? La partie où vous traitiez votre sœur de pathétique, ou la partie où vous prévoyez de la faire déclarer financièrement incompétente? La bouche de Mathilde s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Philippine a agrippé le bord de la table, les jointures blanches. Mère, pourquoi ferais-tu ça? Parce que vous avez comploté pour voler ma petite fille. La voix de grand-mère était calme. Vous l'avez insultée. Vous avez dit à sa fille que le monde serait meilleur sans sa mère, le jour de Noël. Elle a pointé un doigt tremblant vers Philippine. Tu es ma fille et j'ai honte de toi. Philippine a tressailli comme si elle avait été giflée. La pièce était absolument silencieuse. Marc a fouillé à nouveau dans sa mallette. Maintenant, pour le deuxième document. Marc a brandi les emails pour que tout le monde les voie. Je vais lire un extrait. 15 avril, 2 semaines après les funérailles de Daniel Duval, de Mathilde à Philippine,
il s'est éclairci la gorge. Nous devons agir vite. Aurélie a toujours été faible. Elle cédera sous la pression familiale, surtout lors d'une réunion de vacances. Le magasin de papa nous donne la couverture parfaite. Nous ne lui prenons pas son argent. Nous aidons la famille. Une fois qu'elle aura signé la POA, nous contrôlerons tout. Elle ne saura même pas ce qui lui est arrivé. La mâchoire de ma cousine Rachel est tombée. L'oncle Thomas s'est penché en avant, le visage sombre. Des murmures se sont propagés dans la pièce comme un feu de brousse. C'est sorti de son contexte, la voix de Mathilde s'est brisée. J'étais juste inquiète pour elle. 3 mai, a continué Marc, imperturbable. Mise à jour, j'ai dit au groupe familial qu'Aurélie jouait. Ça sème la graine. Quand nous aurons finalement le contrôle, personne ne posera de questions. Plus d'allaitement. La tante Béatrice s'est tournée vers Philippine. Tu nous as dit qu'Aurélie jouait. Était-ce un mensonge? Philippine a ouvert la bouche, l'a refermée. C'était un message stratégique, a dit rapidement Mathilde. Pour préparer la famille. Pour manipuler la famille, a interrompu grand-mère. Pour isoler ma petite fille si complètement que lorsque vous voleriez son argent, personne ne la croirait. Gérard s'est avancé. Maintenant, attendez. Tout cela est circonstanciel. Les chaînes de mai peuvent être falsifiées. Marc a sorti un autre document. En-tête certifiée. Timbres officiels. Ces emails ont été authentifiés par un expert en criminalistique numérique ce matin. Horodatage vérifié. Adresse IP tracée vers des appareils appartenant à Madame Dubois et Madame Philippine Duval. Il l'a posée sur la table. Quiconque souhaite vérifier l'authenticité est invité à examiner la certification. Personne n'a bougé. Mathilde tremblait maintenant. Sa façade parfaite s'était complètement effondrée. Aurélie, s'il te plaît. Sa voix était petite. Je peux expliquer. J'ai finalement parlé. J'ai fini d'écouter les explications. Pouvez-vous deviner ce qu'il y a dans le deuxième document que Marc est sur le point de révéler? Je vous le dirai dans un instant. Mais d'abord, si vous êtes assis là, sentant votre cœur s'accélérer comme le mien l'était cette nuit-là, faites-moi une faveur. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Je vous promets que la fin en vaut la peine. Aussi, si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille toxique qui ne se sont manifestés que lorsque l'argent était en jeu, je vous vois. Commentez ci-dessous. D'accord, retour à cette salle à manger. Marc a fouillé dans sa mallette une dernière fois. Il a retiré un document relié en papier bleu légal. Sceau officiel, signature notariée. Ceci, a-t-il dit, est le dernier testament de Marguerite-Hélène Duval, exécuté il y a 3 semaines, témoigné par moi-même et 2 parties indépendantes. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Philippine s'est levée si brusquement que sa chaise est tombée. Mère, qu'as-tu fait? Grand-mère Marguerite est restée assise, les mains jointes sur ses genoux, parfaitement calme. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai protégé les personnes qui méritent vraiment d'être protégées. Mère, tu as promis. Je n'ai rien promis. La voix de grand-mère était de glace. Tu as supposé. Mathilde a supposé. Tout le monde dans cette famille a supposé qu'il savait ce que contenait mon testament. Elle a souri froidement. Vous vous êtes trompé. Marc a ouvert le document, a lu à voix haute. Moi, Marguerite-Hélène Duval, étant saine d'esprit, lègue par la présente ma résidence principale située au 742 allée des Ormes, y compris toutes les terres, structures et contenus de celle-ci, évaluées à environ 1,8 million d'euros, à ma petite fille, Aurélie Louise Duval. L'enveloppe que grand-mère m'avait donnée, j'ai finalement compris. Elle m'avait donné une copie du testament il y a quelques jours, juste au cas où. Chaos. Mathilde a hurlé. A hurlé littéralement. Non. Cette maison était censée être à moi. Nous en avons parlé, les rénovations. Tu as parlé de vendre la maison de ma famille pour un profit. La voix de grand-mère a tranché. J'ai écouté et j'ai pris ma décision. Gérard s'est affalé sur sa chaise comme une marionnette dont on a coupé les ficelles. Mère, tout ce que nous avions prévu. Tout ce que vous aviez prévu, a corrigé grand-mère. Était basé sur l'hypothèse que je récompenserais la cruauté et la cupidité.
Je ne le ferai pas. Philippine pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Tu lui laisses tout après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, Philippine? Les yeux de grand-mère étaient féroces. À part mentir, comploter, transformer mon dîner de Noël en une exécution publique de ta propre sœur. Silence. Marc a refermé le testament. Madame Duval. Il s'est tourné vers moi. Vous êtes maintenant l'unique héritière de cette propriété. Philippine s'est effondrée à genoux juste là devant tout le monde. Le tapis persan antique de grand-mère se plissant sous elle alors qu'elle rampait vers moi. Aurélie, mon bébé, je ne le pensais pas. Rien de tout cela. J'essayais juste d'aider la famille. Nous avions peur. L'entreprise de ton père. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai regardé ma mère s'aplatir. La femme qui avait dit à ma fille que le monde serait meilleur sans moi. La femme qui avait comploté pendant 18 mois pour voler mon héritage. Gérard est resté figé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Mathilde a tenté une approche différente. Elle a attrapé mon bras, des larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais désespéré. Didier n'est pas au courant de mes dettes. Si cela se sait, mon mariage. S'il te plaît, Aurélie, s'il te plaît. Les cousins regardaient. Les tantes couvraient leur bouche. L'oncle Thomas a secoué la tête lentement, le dégoût lisible sur son visage. J'ai entendu des chuchotements. Je n'arrive pas à croire qu'elles aient menti sur le jeu. Tout ça pour de l'argent le jour de Noël. Pauvre Aurélie. Pauvre Léa. Léa. J'ai regardé ma fille, toujours nichée dans les bras de grand-mère Marguerite, regardant sa tante et sa grand-mère supplier par terre. Elle n'avait que 8 ans. Elle ne devrait pas voir ça. J'ai doucement retiré mon bras de l'emprise de Mathilde. Tout le monde, s'il vous plaît, levez-vous. Philippine a levé les yeux, l'espoir brillant dans ses yeux. Tu vas nous pardonner. Tu comprends? Nous étions justes. Je comprends parfaitement. J'ai gardé ma voix calme, égale. Vous avez menti à toute la famille à mon sujet. Vous avez essayé de me voler. Vous avez fait croire à ma fille que j'étais sans valeur. Aurélie, je n'ai pas besoin de rester ici et de te regarder pleurer. J'ai reculé. J'ai juste besoin que vous sachiez que je vous vois. Vous tous. Et j'ai fini de faire semblant que ce n'est pas le cas. Je me suis dirigé vers l'endroit où Mathilde était toujours à genoux, je me suis accroupi, j'ai croisé son regard. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la semaine dernière dans mon salon? Elle ne voulait pas me regarder. Tu as dit que je n'étais pas intelligente, que j'avais épousé Daniel et que j'avais eu de la chance, que je n'étais qu'une veuve avec un coup de chance. J'ai marqué une pause. Ma fille de 8 ans a entendu chaque mot. Mathilde a tressailli. Tu m'as dit de partir et de ne jamais revenir. Ce soir, tu as dit que Noël serait meilleur sans moi. Je me suis levé. C'est très bien. Je vais vous donner exactement ce que vous avez demandé. Je me suis tourné vers la pièce, vers tous les yeux. Je ne vais poursuivre personne en justice. Je ne vais pas porter plainte. Je ne suis pas intéressé par la vengeance. Ma voix était stable, forte. Daniel aurait été fier. Mais je vais me protéger et protéger ma fille. À partir de maintenant, il y aura des limites. J'ai regardé mon père. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Tu as choisi l'argent plutôt que la mémoire de ton gendre, plutôt que ta fille, plutôt que ta petite-fille. J'ai secoué la tête. C'était ton choix, pas le mien. J'ai regardé ma mère, toujours à genoux. Tu as dit à Léa que le monde serait meilleur sans moi. Une enfant, maman, ta propre petite-fille. Je n'oublierai jamais ça. Léa non plus. Finalement, j'ai regardé Mathilde. Tu as dit que je n'avais pas d'amis. Tu as dit que j'avais à peine une personnalité. J'ai failli rire. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je ne suis pas intéressante, mais je ne suis pas cruelle non plus. Et en ce moment, c'est suffisant. J'ai tendu ma main. Léa a couru vers moi, a enfoui son visage contre ma hanche. Grand-mère Marguerite s'est levée, est venue se tenir à côté de nous. Aurélie,
ma chérie. Sa main a trouvé la mienne. Je suis si fier de toi. J'ai serré sa main. Rentrons à la maison. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je n'arrive à la maison. Ma cousine Rachel a été la première. Aurélie, je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolé de ne rien avoir dit au dîner. J'ai cru ce que Mathilde nous a dit. J'aurais dû te demander. Puis l'oncle Thomas. Je me sens mal. Ta tante et moi avons parlé tout le long du chemin du retour. Nous avons honte de ne pas avoir parlé. Puis la tante Béatrice, puis le cousin Marc, puis des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Ils nous ont dit que tu dilapidais tout. Ils ont dit que tu étais instable, que tu prenais des décisions irréfléchies. J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû prendre de tes nouvelles. À minuit, j'avais reçu 11 appels téléphoniques et 37 messages textes. Pas un seul de mes parents ou de Mathilde. Le lendemain matin, Marc a appelé. Le réseau familial est en train de devenir nucléaire. Votre grand-mère reçoit des appels toute la matinée. Les gens sont furieux. Pas contre vous, contre Philippine et Mathilde. J'ai frotté mes yeux. Je ne voulais pas ça. Je sais, mais les actions ont des conséquences. Il a marqué une pause. Il y a autre chose. Le mari de Mathilde, Didier, m'a appelé. Il n'était pas au courant de ses dettes. Elle les avait cachées. Il ne le prend pas bien. J'ai pensé à Didier. Calme, passif, toujours dans l'ombre de Mathilde. Il n'avait probablement rien su de tout ça. Et le magasin de votre père? Quoi? A déposé le bilan ce matin. Officiellement, la nouvelle se répand. Certains de ses clients réguliers coupent les ponts. Pas à cause de la faillite, mais à cause de ce qui s'est passé à Noël. Les nouvelles voyagent vite dans les petites communautés d'affaires. Je me suis appuyé contre mon comptoir de cuisine. Je ne voulais pas que quiconque souffre. Vous n'avez pas causé cela, Aurélie. Vous avez juste cessé de les laisser le cacher. La voix de Marc s'est adoucie. Reposez-vous. Vous l'avez mérité. Mais le repos n'est pas venu facilement. Pas quand j'entendais sans cesse la voix de ma mère dans ma tête. Noël serait tellement mieux sans toi. Une semaine après Noël, Marc m'a envoyé un résumé. La quincaillerie de Gérard avait fermé ses portes. 30 ans d'activité, liquidés pour payer les créanciers. Il devrait vendre la plus petite maison où lui et maman vivaient pour couvrir les dettes restantes. Mathilde a perdu 3 clients majeurs. La nouvelle s'était répandue dans ses cercles immobiliers, non pas à propos du drame de l'héritage, mais à propos de la réunion de famille qui avait mal tourné. Dans le monde des affaires, la réputation est tout. La sienne s'effondrait. Didier avait emménagé dans l'appartement de son frère. Il ne demandait pas le divorce, pas encore, mais il ne rentrait pas non plus à la maison. J'ai lu le résumé 2 fois, puis je l'ai posé. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée, triste, vide. Léa jouait avec des blocs Lego dans le salon. Je l'ai regardé construire une petite maison complète avec de minuscules fenêtres et une porte rouge. Maman. Elle a levé les yeux. Grand-père va s'en sortir? Je me suis assise à côté d'elle. Je ne sais pas, ma chérie. Je me sens mal pour lui, même s'il a été méchant. De la bouche des enfants. Moi aussi. Je l'ai aidé à enclencher une pièce de toit. Parfois, les gens font des choix qui blessent les autres et ils doivent ensuite vivre avec ce qui se passe après. Est-ce que c'est nous qui leur avons causé des problèmes? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Non, mon bébé. Nous avons juste dit la vérité. Ce qui s'est passé après, c'est à cause des choix qu'ils ont faits, pas nous. Elle a considéré cela, a hoché la tête lentement. D'accord. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne voulais pas voir ma famille souffrir. Je n'avais pas cherché à les ruiner. Tout ce que je voulais, c'était être laissé seul, protéger ma fille, honorer la mémoire de Daniel en construisant une vie stable. Mais Marc avait raison. Les actions ont des conséquences, et parfois la vérité est sa propre forme de justice. 2 semaines après Noël, grand-mère Marguerite a appelé. J'ai une question pour toi, a-t-elle dit sans préambule. Et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Bien sûr, grand-mère.
Est-ce que toi et Léa envisageriez de laisser une vieille femme emménager avec vous? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Je traîne dans cette grande maison seule depuis 10 ans. Philippine ne me parle plus. Mathilde ne me regarde plus. Gérard grogne simplement quand j'appelle. Sa voix s'est adoucie. Mais Léa me fait des câlins comme si j'étais importante. Et toi, Aurélie, tu ne m'as jamais rien demandé. Grand-mère, je ne peux pas vous demander de quitter votre maison. Tu ne demandes pas. J'offre. Elle a marqué une pause. La maison est à toi techniquement après mon départ. Mais d'ici là, je ne veux plus y vivre seul. Je veux être quelque part où je suis réellement voulu. Ma gorge s'est serrée. J'ai pensé à notre petit appartement. 2 chambres, une cuisine exiguë. Rien de comparable à la maison coloniale que grand-mère avait appelée chez elle pendant 60 ans. Notre endroit est minuscule, les jeux avertis. Et Léa fait des cauchemars parfois, et je ne cuisine pas aussi bien que vous. Aurélie. Sa voix était chaleureuse. Je n'ai pas besoin d'un manoir. J'ai besoin d'une famille, une vraie. J'ai entendu Léa en arrière-plan demander à qui je parlais. Attends, grand-mère. J'ai couvert le téléphone. Léa, que penserais-tu si grand-mère Marguerite venait vivre avec nous? Son visage s'est illuminé comme l'arbre de Noël dont nous n'avions jamais pu profiter. Vraiment? Comme pour toujours? J'ai remis le téléphone à mon oreille. Je pense que c'est un oui. Grand-mère a ri. Un vrai rire. Plein et éclatant. Je commencerai à faire mes valises demain. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, mon appartement avait l'impression de pouvoir redevenir un foyer. 1 mois plus tard, le fauteuil antique de grand-mère Marguerite était assis dans le coin de notre minuscule salon, l'air absurdement élégant à côté de mon canapé d'occasion. Sa collection de chats en céramique bordait le rebord de la fenêtre. Son panier à tricoter vivait en permanence à côté de la télévision. Cela n'aurait pas dû fonctionner, mais d'une manière ou d'une autre, cela a fonctionné. Chaque soir, nous dînions toutes les 3 ensemble à notre petite table de cuisine. Grand-mère a appris à Léa à faire sa célèbre tarte aux pommes. Léa a appris à grand-mère à utiliser les appels vidéo. J'ai écouté des histoires sur mon arrière-grand-père que je n'avais jamais entendues, sur la maison, l'histoire de la famille, les rêves qu'il avait construits. L'argent de l'assurance est resté intact dans un compte d'investissement, grandissant tranquillement. J'avais mis en place une fiducie pour l'éducation de Léa. Le reste attendrait qu'elle soit plus âgée, jusqu'à ce qu'elle puisse décider quoi faire de son avenir elle-même. J'ai continué à travailler, à me présenter, à construire quelque chose de petit et de stable. Un soir, après que Léa se soit endormie, grand-mère et moi nous sommes assises sur le balcon, regardant les étoiles. Regrettez-vous, ai-je demandé doucement. D'avoir abandonné la maison, d'avoir coupé les ponts avec Philippine. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Non. Sa voix était stable. Cette maison n'était que des murs et du bois. Ce que Philippine et Mathilde ont fait, c'était une trahison de tout ce que la famille devrait signifier. Elle s'est approchée, a tapoté ma main. Toi et Léa êtes ma famille maintenant. Une vraie famille, celle qui reste. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Merci, grand-mère, d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Elle a souri dans l'obscurité. Tu n'avais pas besoin de ma croyance, Aurélie. Tu avais juste besoin de croire en toi. Elle a serré ma main, ce que tu as fait. Cette nuit de Noël où tu as tenu bon. C'était tout toi. J'ai appuyé ma tête contre son épaule et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. 3 mois après Noël, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Allô, Aurélie. La voix de ma mère, petite, fatiguée, vaincue. C'est maman. J'ai failli raccrocher. S'il te plaît, ne raccroche pas. S'il te plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes. J'ai marché jusqu'au balcon, j'ai fermé la porte pour que Léa n'entende pas. J'écoute. Je sais ce que j'ai fait est impardonnable. La voix de Philippine s'est brisée. Les choses que j'ai dites à toi, à Léa, je ne peux pas les reprendre. J'aimerais pouvoir. Tu as dit à ma fille que le monde serait meilleur sans moi. Silence, puis, je sais. Je sais.
J'avais tellement peur, Aurélie. Ton père s'effondrait. Mathilde n'arrêtait pas de dire que c'était la seule façon. Je me suis laissé y croire parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas le cas. Tu as raison. Elle pleurait maintenant. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste. Je voulais entendre la voix de Léa juste une fois. Ça fait 3 mois. J'ai regardé les lumières de la ville clignoter en dessous. Maman. Oui. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Je ne vais pas te laisser faire du mal à Léa à nouveau. Mais, j'ai pris une profonde inspiration. Je ne vais pas non plus te punir pour toujours. Ce n'est pas la personne que je veux être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de plus de temps. Beaucoup plus de temps. Et quand je serai prête, si jamais je le suis, je te contacterai. J'ai marqué une pause. Mais le contact doit venir de moi, pas de toi. Tu comprends? Oui. Sa voix était à peine un murmure. Oui, je comprends. D'accord. Aurélie, quoi? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai laissé ces mots planer dans l'air, puis doucement. Je sais, maman. Je sais. J'ai raccroché. Je n'étais pas prête à pardonner, mais je n'étais pas non plus consumée par la haine. Cela ressemblait à un progrès. Après cet appel, j'ai commencé à écrire un journal. Juste un cahier bon marché du magasin à 1 euro. Quelques pages chaque soir après que Léa se soit endormie. Ce soir, j'ai écrit, j'avais l'habitude de penser que la famille signifiait accepter tout ce qu'il me jetait, maintenir la paix à tout prix, sourire à travers les insultes parce que les liens du sang sont plus forts que l'eau. J'avais tort. La famille n'est pas un laissez-passer pour blesser les gens. L'amour n'est pas censé venir avec des conditions. Et la paix construite sur le silence n'est pas la paix du tout. Ce n'est que de la souffrance avec un sourire. Mon père m'a traité d'égoïste pour ne pas avoir cédé mon argent. Ma mère a dit que Noël serait meilleur sans moi. Ma sœur a comploté pendant 18 mois pour voler tout ce que j'avais. Mais voici ce à quoi il ne s'attendait pas. J'ai survécu. J'ai survécu parce que j'ai finalement compris quelque chose que Daniel m'avait toujours dit. Tu es plus forte que tu ne le penses, Aurélie. Tu as juste à arrêter d'attendre la permission d'être forte. J'ai arrêté d'attendre. Je me suis levé. J'ai dit non. J'ai choisi ma fille plutôt que l'approbation, mon respect de moi-même plutôt que l'appartenance. Et d'une manière ou d'une autre, de l'autre côté de toute cette douleur, j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. La paix. Une vraie famille. Plus petite maintenant, mais plus vraie. Un foyer qui se sent en sécurité et un avenir que je construis moi-même, un jour à la fois. La voix de grand-mère a appelé de la cuisine. Aurélie, les biscuits sont prêts. Les pas de Léa ont tonné dans le couloir. Biscuits. J'ai fermé le cahier, j'ai souri. Il y aurait encore des jours difficiles. Il y aurait encore des moments où les mots de ma mère résonneront dans mon esprit, où je me demanderai si j'ai fait la bonne chose. Mais ce soir, il y avait des biscuits et des rires et les 2 personnes qui comptaient le plus au monde. C'était suffisant. C'était tout.